Salutations distinguées à vous tous, fidèles téléspectateurs. Gardons toujours frais en mémoire cette trilogie, fidélité, efficacité, régularité. C'est l'âme de la devise du forum de médias. À présent, voyons comment est composé le plateau de ces numéros. Nous allons partir de la gauche avec les professeurs. Grégoire Bakandéja. C'est Mami Abongo, je suis analyste indépendante au service de mon pays. Ingénieur Kapangana Maïra, Anissé. Je suis agronome et fermier, mais je fais aussi le consultant en développement organisationnel et institutionnel. Je suis cadre de la société civile. Arsène Badibanga, je suis acteur politique, membre de l'Union Sacrée pour la Nation. Je suis aussi chef d'entreprise. J'évolue dans les génies civils, mais aussi dans les domaines miniers. Alors, à notre droite. Lutumabangou Junior, je suis communicant. Dinanga Fierté, je suis communicant. Aldarich Luboya, je suis le président de la Ligue de jeunes du Mouvement de libération du Congo, MLC en sigle. Odinga Lionel, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe et chercheur. Et c'est un plaisir de partager le plateau avec un des savants du droit, qui est mon maître, le professeur Grégoire Bakandéja. À tout seigneur, tout honneur. Avant de commencer toute chose, ayons une pensée pieuse pour le sénateur Masséla. Il a été inhumé ce samedi, le 18 mars. Une fois de plus, l'espace Forum de médias vient de perdre un fidèle de fidèles. Il était parmi les rares parlementaires qui suivaient religieusement cette émission. À la fin de chaque émission, il nous téléphonait et il émettait en toute objectivité sa critique. Quelquefois, il provoquait au téléphone une petite discussion constructive. C'est dire que le sénateur Masséla prenait le temps de se mettre à la place de l'autre au lieu de se situer impulsivement dans la contradiction. Une minute de silence en sa mémoire. Que son âme repose en paix. Les sommaires. Les paroles prophétiques prononcées par le roi Baudouin le 30 juin 1960 à Léopoldville, dans l'enceinte du palais de la Nation, sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Pour vous rafraîchir la mémoire, ces jours du 30 juin 1960, le roi Baudouin avait dit, nous citons, « Votre tâche est immense et vous êtes les premiers à vous en rendre compte. Les dangers principaux qui vous menacent sont l'inexpérience des populations assez gouvernées, les luttes tribales qui jadis ont fait tant de mal et qui, à aucun prix, ne doivent reprendre, l'attraction que peuvent exercer sur certaines régions des puissances étrangères prêtes à profiter de la moindre défaillance. Vos dirigeants connaîtront la tâche difficile de gouverner. » C'est le 30 juin que le roi Baudouin nous dit cela. Dans les sommaires, fini les vacances parlementaires, depuis le 15 mars, la tradition a été respectée. Les deux speakers ont, comme d'habitude, prononcé le discours des circonstances. Dans l'insécurité qui nous colle à la peau, nous avons connu le mois passé et ce mois ici des visites de délégations de puissances étrangères. Vous avez constaté que sur le plateau, nous avons le professeur Bakandéja. Dimanche passé, nous avons parlé du livre que le professeur Bakandéja a sorti sous le thème droit minier et des hydrocarbures en Afrique centrale à l'aune de réforme.
Voilà, c'est pour cette raison que nous avons les professeurs Bakandéja sur ce plateau. Alors moi, je voudrais savoir, messieurs les professeurs, droit minier et des hydrocarbures en Afrique centrale que vous venez de produire, en quoi ça diffère au droit minier précédent? C'est vrai, monsieur le directeur, j'ai écrit en 2009 un ouvrage intitulé « Droit minier et des hydrocarbures pour une gouvernance qui serait beaucoup plus orthodoxe » en 2009. Alors j'étais parti du fait que les textes qui régissaient le secteur des mines et des hydrocarbures étaient des textes d'origine diverse, d'origine coloniale principalement, et des textes qui sont liés au pragmatisme des sociétés multinationales qui exploitent les minerais et tout ça. Et j'avais constaté que ça ne profitait pas au Congo. Ça, c'est le texte de 2002 qui avait été élaboré à l'époque. Vous avez par exemple une production des millions de tonnes qui ont rapporté beaucoup d'argent aux exploitants miniers et que l'État n'a presque rien eu sur les 100 milliards de dollars qui étaient sortis. L'État n'avait même pas touché à peu près l'équivalent de 9 milliards. Moi, j'ai eu la chance d'être invité à l'Assemblée en 2015, je crois, où il y avait des parlementaires des pays francophones qui s'étaient réunis au Palais du Peuple sur les questions des ressources minérales et tout ça, hydrocarbures, et quels sont les régimes qui sont mis en œuvre. Et je leur avais expliqué que dans tout ce que vous dites là, vous êtes des propriétaires formels, mais en réalité, ce sont les compagnies multinationales qui sont propriétaires et qui orientent les politiques. Et pour échapper à la domination de ces sociétés multinationales qui commercialisent tout, il faut avoir de l'intelligence pour savoir quelles sont les dispositions qu'il faut adopter en interne pour pouvoir résister face à cette économie mondialisée, qui fait que lorsqu'on est dans l'économie mondialisée, c'est une bataille d'entreprises. Les entreprises se livrent à des combats totaux. Hein, et là, il n'y a pas de relâchement possible. Et c'est la situation que nous avons maintenant au Congo, où on voit, nous sommes en train de nous battre. En réalité, on se bat contre les grandes multinationales, mais nous sommes fragilisés par des dispositions légales et réglementaires que nous avons adoptées, qui font que finalement, on ne sait pas si l'État est propriétaire ou s'il n'est pas propriétaire. Parce que maintenant, là, j'apprends qu'il y a des Congolais qui sont propriétaires des terrains miniers où il y a des carrés miniers. Il y a d'autres qui ont des propriétés comme le Roubaï. Là, il y a une usine là, qui appartient à l'individu. Mais alors, comment dans un État, un individu peut avoir des ressources à lui? On est dans quel système? Parce qu'on dit que le sol appartient à l'État. Mais il y a des individus qui sont propriétaires des ressources qui sortent du sol et qui les vendent à l'extérieur. Donc voilà qui m'a poussé à revoir un peu la plupart des textes qui ont été adoptés pour voir. On a parlé de réformes, mais en réalité, on a fait des mauvais choix. Pourquoi? Il faut avoir le courage de repenser les stratégies et de redéfinir les politiques. Hein? On peut penser ici, par exemple, au rôle de l'État. Quel est le rôle de l'État et quelles sont les fins? Et dans quel cadre on va évoluer? Cadre juridique et cadre institutionnel. Ça n'a pas été fait au Congo depuis un certain temps parce qu'on ne recourt pas à l'intelligence. Je vais terminer par un mot. Ce qui est légal relève de l'intelligence économique. Ce qui est illégal, ça relève de la barbouzerie et de l'espionnage. Et c'est ça qui se passe dans le secteur des mines et des hydrocarbures. C'est plus la barbouzerie et l'espionnage, avec toutes ces infiltrations, que l'intelligence qui aurait pu permettre d'échapper à cette guerre économique.
Votre souci est de rentabiliser nos ressources, c'est-à-dire que nos mines, nos mines solides et liquides. Oui. Mais vous avez produit l'ouvrage qui est un droit qui pourrait nous aider. Est-ce que nos parlementaires et non gouvernants sont au courant de cet ouvrage? Bon, il n'appartient pas à moi de répondre à cette question parce que je vous dis ceci, en 2002. Vous êtes scientifique. Attendez, en 2002, lorsqu'on a pensé à l'élaboration du code de 2002, malheureusement, j'étais ministre de l'économie. C'était un malheur. Mais je leur avais dit, pour avoir un texte qui réponde aux objectifs du pays, il faut renvoyer ça à l'université. Malheureusement, à l'époque, c'est moi qui assurais ce cours-là de droit minier après la disparition du professeur Moulumba Lokoji, paix à son âme. Donc je n'ai pas participé à l'élaboration, même en termes de conseils à avoir, je n'ai pas été consulté. Mais en 2009, j'ai sorti cet ouvrage-là, qui reprenait un peu tout ce qu'on avait fait comme erreur, tout ça. Mais en 2015, on a discuté du code minier de 2002. Je n'étais pas... J'étais vivant en 2015, parce que je suis avec vous sur ce plateau. Mais personne ne m'a consulté. Au contraire, c'est un parlementaire que je connais qui s'est rappelé que j'avais écrit un ouvrage et qui me dit « Nous sommes ici en train de discuter du code à réformer. Nous travaillons avec votre livre. » J'ai répondu à ce parlementaire-là, qui était un professeur d'université. Je lui ai dit « Mais moi, je ne suis pas encore mort, je suis encore vivant. Donc vous pouvez me consulter. Quel que soit l'endroit où je me trouve dans le monde, vous pouvez m'envoyer des documents, je vais répondre pour vous aider. Mais je suis encore en vie. Et avant ça, les textes sur les principes relatifs à la gestion là au niveau de pouvoir dans le cadre de la descente financière, à l'époque j'avais été invité à expliquer aux députés provinciaux et nationaux comment on peut mettre en œuvre la décentralisation financière. Mais je suis encore en vie, mais vous n'avez pas consulté. Et le texte est sorti avec des mêmes erreurs. Comment on va s'en sortir? Vous voyez, c'est que tout ce que je suis en train de vous dire là, on dit le sol et le sous-sol, c'est la propriété de l'État, mais les ressources qui sortent du sol et du sous-sol ne sont pas la propriété de l'État. C'est la propriété des investisseurs. D'où l'intérêt de négocier des contrats, mais pour négocier le contrat, il faut avoir des armes, et nous avons perdu nos armes parce que nous ne recourons pas aux intelligences. Vous avez une question, M. Loutou? Oui, j'ai une question parce que j'ai écouté passionnément monsieur le professeur sur l'idée de réformer le secteur minier au niveau du code. Moi, je suis toujours un peu mal à l'aise quand je suis en face des juristes dans ce pays parce que à chaque fois, on nous ramène toujours sur des régimes qui ne nous appartiennent pas au fait. Régime germano-romain, code napoléen, code tout ça. Alors la question que je vais vous poser, professeur, simplement avec toute humilité, on a des éminents juristes dans ce pays. Pourquoi vous n'avez pas créé à vous un propre système? Pour à chaque fois qu'on se réfère toujours, ici j'ai entendu, il y a un professeur, il y a un avocat, et quand vous parlerez à tous ces étudiants qui sortent de l'université, soit de Lubumbashi ou de Kinshasa, ils ont tous été formatés par le code germano-romain ou code Napoléon, code ceci, code cela. Pourquoi les juristes africains ne créent pas un code à eux? Tout simplement, pour essayer de pallier justement à tout ce problème que nous rencontrons dans les contrats qu'on signe avec les multinationales. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, j'ai voulu savoir, vous parlez du sous-sol et du sol qui n'appartient pas aux propriétaires ou à l'État, parce qu'il appartient aux investisseurs, parce que celui qui met son argent, il demande des bénéfices. Alors, qu'est-ce qui est devenu la loi Bakajika dans tout ça? Bon, je vais vous répondre de plusieurs manières. La première manière, c'est que les gens confondent. Le droit, c'est pas
le cadre juridique à travers le texte. Le droit, ce sont les outils. Il faut avoir des outils pour aider les décideurs à prendre des décisions qui correspondent aux intérêts que vous avez. Donc ce n'est pas une récitation de l'article 1, 2, 3, 4, c'est ce que les gens pensent. Ce n'est pas ça. Généralement, c'est ce qui s'est fait. Non, mais vous savez, oui, mais les gens confondent beaucoup de choses. Est-ce que tout le monde peut être juriste tel que les textes sont appliqués, adoptés à l'Assemblée nationale là? Il y a un projet de loi qui arrive ou bien une proposition de loi. On commence à adopter, on dit, bon, Monsieur le Président, article... C'est pas ça. C'est une impression qu'on donne, ça c'est la théâtralisation. Ce sont des réflexions profondes sur le système qu'il faut avoir. Le droit que nous avons hérité, c'est un droit hérité de la Belgique, parce que le Congo, les gens oublient, avait été un État indépendant du Congo. C'est l'État qui avait été créé par Léopold II. Mais lorsque Léopold II a cédé ça à la Belgique, nous avons opté pour le droit d'origine ou d'orientation belge. Parce qu'en fait, nous avons appliqué le droit belge en changeant des articles. On prend les articles du Code belge, on change, on dit qu'on a créé un droit congolais. Mais quand il y a eu la réforme avec la décolonisation, on a voulu avoir des textes qui correspondent à la situation du pays. C'est dans ce contexte-là que les premières réformes avaient commencé en matière de gestion, parce que le pays était basé sur les ressources en matière des minéraux, etc., que en 1967, il y a eu la première loi relative aux mines, c'était 11 mai 1967, en application de la loi Bakajika. La loi Bakajika disait que le sol et le sous-sol, ça appartient à l'État congolais. Cette loi ne reprenait que ce qui était à l'époque de l'État indépendant du Congo, parce que le sol et le sous-sol, ça appartenait au roi Léopold II. Monsieur Loutou, voilà. Monsieur Loutou voulait savoir, est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous, au lieu de faire référence aux lois belges, aux lois françaises, aux lois américaines, est-ce qu'il n'y a pas moyen que les juristes que vous êtes puissiez faire quelque chose qui est originel à nous-mêmes? Non, mais les juristes, il faut recourir à eux et payer. Hein. Il faut payer pour qu'on fasse des études. On ne va pas faire des choses en l'air. Mais, pardon? C'est juste un problème de moyens. Non, non, ce n'est pas un problème de moyens. L'État a les moyens. L'État, lorsque l'État doit recourir aux partenaires pour financer tel ou tel projet, l'argent sort. Mais la réflexion se paye ailleurs. Les gens croient qu'au Congo, on peut tout faire sans passer par la réflexion. La réflexion, c'est ça qu'on appelle l'intelligence. C'est la capacité que vous avez d'anticiper sur les choses qui peuvent vous nuire. Je peux prendre un exemple. Lorsque vous voulez aller en guerre, même si vous êtes un grand gladiateur, etc., vous ne pouvez pas aller en guerre et la gagner si vous n'avez pas l'information préalable. Alors, l'information préalable provient de quoi? L'information ne vient pas des divinités ou des calculs, ou bien l'information préalable vient des hommes qui connaissent le terrain. Et c'est ça qu'on appelle l'intelligence. Dans tous les pays, on doit avoir des gens qui pensent pour l'avenir, qui pensent 10, 15, 20 ans, et ils ne seront pas là. C'est ce qu'on appelle la planification. On ne peut pas, dans un pays comme au Congo, on résout les problèmes au quotidien, et c'est ça qui nous crée la situation que nous avons. L'exemple le plus simple, c'est quoi? Nous avons signé beaucoup d'accords. Les gens parlent des accords ici. Les accords, ce sont des contrats. Mais les contrats, il faut les penser au départ. Quand vous allez résoudre un problème, comme le problème de guerre que nous avons au Congo, pour résoudre le problème de guerre, vous faites appel aux étrangers, vous allez signer des documents comme l'accord d'Addis Abeba, etc., pour régler les problèmes internes. Et on vous demande quelles sont les causes de ces problèmes, vous dites non, il y a cause identitaire, il y a cause sur les ressources naturelles, et il y a cause sur la forme de l'État, et vous signez des documents. On va vous les opposer un jour, et c'est ce qui se passe maintenant. Alors, or, une cause comme celle-là, identitaire, c'est le pays qui doit régler ça sur la base de la souveraineté. Pourquoi vous allez signer des accords? On va vous dire non, la forme de l'État. Vous allez discuter au niveau d'Addis Abeba la forme de l'État. La difficulté, c'est que maintenant, vous voyez qu'on vient nous opposer
vous avez signé tel accord, etc. L'accord prévoit, vous devez mettre les gens dans l'administration, vous devez faire ceci, cela. Mais c'est vous qui vous êtes créé des problèmes. Or, en ce moment-là, si on avait recouru à des gens normaux, ils auraient pu anticiper pour dire, ça peut être un piège, il faut savoir comment contourner le piège, et maintenant vous avez une solution. En ce moment-là, on doit écouter. Moi, je vous dis, vous avez été peut-être en Belgique ou en France, partout là, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les services d'intelligence. Les services d'intelligence, ce n'est pas comme au Congo pour donner des renseignements. Il y a une différence entre information et renseignement. Mais ici, les services d'intelligence, c'est pour accuser tel, non, il a insulté tel, il faut l'arrêter, etc. Non, l'intelligence, ce n'est pas ça. C'est la capacité que les gens doivent avoir d'anticiper sur les problèmes, de les prévenir et de donner des outils aux décideurs pour que les décisions qui soient prises soient conformes aux intérêts du pays. Une petite observation sur cette sommité qui est en face de nous. Moi, je crois que depuis 1885, le Congo existe. Après, on a connu cette histoire de l'indépendance en 1960 qui, du reste, a beaucoup d'ambiguïté parce qu'il y a eu une table ronde politique. Après, il y a une deuxième table ronde économique à laquelle les Congolais n'ont pas participé. Ça vous conviendrait avec moi. Lorsqu'il a s'agi de parler de l'économie du Congo, les Congolais étaient absents. Mais j'entends dans l'allocution du professeur que l'intelligence devrait s'être payée. Je me dis, mais pour fonder un État, il y a des sacrifices scientifiques, physiques et financiers. Il y a des personnes qui se sacrifient pour l'existence d'une nation. Donc, dans mon idée, il ne serait pas possible qu'il y ait des Congolais qui ne mettent pas en exergue les faits qui doivent être payés pour servir la nation. Prenons l'exemple des États-Unis qui disent que nous devrions nous poser la question de savoir qu'est-ce que vous ferez pour les États-Unis à la place de savoir, de vous demander qu'est-ce que les États-Unis feront pour vous. Kennedy. Je crois que, à mon humble avis, nous avons connu un problème. Depuis 1885 jusqu'à ce jour, c'est un problème d'auto-prise en charge et d'une intelligence pour pouvoir s'auto-servir. S'auto-servir, ça veut dire servir le Congo, parce qu'une nation reste une volonté de vivre ensemble de tout un peuple. Tout le monde met une pierre et tout le monde ajoute pour pouvoir consolider, en fait, l'existence d'une nation. Le fait qu'on rédige des ouvrages, c'est déjà le service à la communauté. C'est pour que les gens lisent. Mais quand on écrit ces ouvrages, qui les lisent? C'est la première des choses. On écrit des ouvrages, mais personne ne les lit. Mais quand on est encore vivant, on peut être consulté. Et moi, je vous ai dit que c'est gratuit. Hein? Vous savez que j'ai été parlementaire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on n'a pas donné comme outil pour donner l'information nécessaire? Parce qu'avant de contrôler quelqu'un, il faut avoir l'information. Je vais vous donner le cas. Si vous n'avez pas l'information préalable, comment vous allez avancer? C'est la raison pour laquelle on dit l'intelligence est au service du peuple, il faut le demander et c'est gratuit. En écrivant des ouvrages, sans que ces ouvrages aient été financés par l'État, c'est déjà un service à la communauté. Donc notre problème, c'est que les gens doivent recourir aux universités. C'est pourquoi j'ai parlé, beaucoup de mes collègues dans les pays étrangers sont des conseillers dans les cabinets ministériels, c'est eux qui donnent, qui orientent les politiques, etc. Les politiques, généralement, c'est parce qu'au Congo, tout le monde veut être ministre, député, et tout ça, mais ceux qui travaillent, on ne les voit pas. Ceux qui travaillent, c'est comme dans les chambres législatives ailleurs, ceux qu'on appelle assistants parlementaires. Ce sont des scientifiques qui aident les parlementaires à comprendre le sens même de leur mission. Mais vous avez des assistants parlementaires au Congo. Et ce sont des gens qui peuvent aider les parlementaires quand vous avez votre beau-frère ou la belle-sœur, etc. Mais qu'est-ce que cette personne peut vous aider dans le travail parlementaire que vous avez? Vous savez très bien que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Europe, sans université, l'Europe ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et vous savez bien que les gouvernants ont souvent demandé des services à l'université.
en ce qui concerne notre pays, est-ce que le gouvernement demande les services aux universités? Et quand on demande les services, ceux qui doivent faire ce travail demandé ne doivent pas avoir le ventre creux. Ils sont tout le temps en grève, directeur. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Ceux qui sont au pouvoir vivent dans l'opulence, mais ceux qui doivent faire des recherches n'ont rien. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a une certaine opérationnalité qui voudrait que lorsque nous voyons d'une paire de manches une certaine révolution politique, nos aïeux, nos aînés scientifiques devraient par contre créer aussi une révolution scientifique. Parce que lorsqu'il y a un travail scientifique qui est bon, qui doit être à la consommation des élites pour la redynamisation des institutions ou de l'avenir de la République, il faut qu'il y ait un coup de pouce du genre, une pression. C'est ce que nos scientifiques, nos professeurs n'ont pas voulu mettre sur pied pour pouvoir donner la file à ceux qui sont scientifiques. Là, je dois vous contredire. Les professeurs du Congo produisent régulièrement. Ils ne sont pas consultés. Moi, j'ai un exemple. Moi, quand j'étais ministre, je faisais appel à mes collègues universitaires parce qu'un ministre n'a pas le temps d'aller fouiller tous les dossiers. Il faut que ce dossier soit travaillé par son équipe. Mais si l'équipe est composée, comme aujourd'hui, des belles sœurs et des beaux frères, etc., vous n'allez rien faire dans un ministère. Donc, c'est ça le grand travail. Tout ce qui se fait est préparé ailleurs. Vous voyez, même vous avez des partis politiques. Vous voyez ce qui se passe dans les partis politiques. Vous êtes président d'un parti politique. Tout ça doit être pour vous. Quand vous n'êtes pas là, c'est votre épouse qui doit vous remplacer, ou bien c'est votre... Mais ça traduit vraiment une gestion au stade des pithécanthropes. Hein. Ce n'est pas une gestion au stade des êtres normaux. Donc vous voyez, tout ça, ça fait que ce qui est produit, comme ce n'est pas pensé, bon, les gens ne travaillent pas. Mais professeur, vous reviendrez avec moi. Je vais juste finir par là, directeur. Depuis la cession de ce pays à l'indépendance, les professeurs et tous, pas tous, hein, on les a beaucoup utilisés en politique quand même. Ouais. Hein? C'est un des rares pays en Afrique où on a eu autant de professeurs, ministres ou PDG. La question c'est, est-ce que c'est le travail politique du professeur de l'université qui pose problème, ou il faut repenser le rôle de l'université? Bon, ça c'est notre débat aussi. Mais ce pays a utilisé des professeurs. Pour quel résultat? Écoutez, il y a un problème au Congo. Moi, je préfère même qu'on n'appelle pas professeur. Est-ce que tous les professeurs sont intelligents? Ça, c'est la première des questions. Deuxièmement, est-ce que tous les étudiants sont intelligents? Il faut voir maintenant qui on utilise en politique comme professeur. Alors, vous ne voyez pas, quand il est là, ce n'est pas la qualité des professeurs qui prime. Ce qui est là, c'est la qualité politique. Voilà. Dans beaucoup de pays, il y a des professeurs qui sont des ministres, ils ne se font même pas appeler professeurs. Ce n'est pas parce qu'on vous appelle professeur que vous avez le monopole du savoir. Il y a des gens qui n'ont pas des grades académiques de professeurs, de professeurs ou de directeurs qui réfléchissent. Donc, vous voyez, le problème, on a le mythe du diplôme. Voilà. Ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme. Ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme. Or, au Congo, même les diplômes s'achètent. C'est une présomption de connaissances, mais le travail, il ne faut pas lier ça à la qualité de... Je vois beaucoup de professeurs, vous avez été là, etc. Non. Qu'est-ce que vous avez produit comme travail là où vous avez été, en tant qu'individu appelé à servir sa nation? Ce n'est pas la qualité du professeur qui doit primer. Parce qu'il y a des gens gradués, des gens qui ont fait l'école moyenne après l'indépendance. Ces gens-là sont peut-être plus qualifiés que... C'était professeur aujourd'hui. Non, que certains licenciés d'aujourd'hui ou certains docteurs d'aujourd'hui. Donc le titre ou la grade académique ne joue pas en matière de travail. Ce que le professeur dit, en quelque sorte, il y a des gens qui sont nés pour diriger et ceux qui sont nés pour être dirigés. Alors, M. Badibanga. Merci beaucoup de la parole. Je ne voudrais pas aller dans, en fait, parce que c'est un sujet précis. Nous parlons plus du droit minier et hydrocarbures en Afrique centrale à l'aune des dernières réformes
entre guillemets, relance d'un secteur stratégique et développement durable en RDC, écrit par le cher professeur Bakandeja, pour qui j'ai beaucoup de respect, et c'est un honneur pour moi, le moindre de tous, d'être sur une même table que cette crème intellectuelle. Je voudrais donner ma contribution ou mon analyse sur ce grand ouvrage du professeur Bakandeja. Vous avez une question? Oui, j'aimerais revenir à la question après ce raisonnement. Bon, je m'en vais aussi vite pour résumer. Il y a des questions quand même. Allons-y. Ma question est plus au niveau des hydrocarbures, cher professeur. Parce qu'il est tiré de parler du droit, ou au mieux de la réglementation juridique dans un secteur qui ne rentre pas directement dans le domaine des activités régies par les actes uniformes. Cher professeur, comment parler du droit pendant que les textes juridiques sont obsolètes et lacunaires et que les pratiques contractuelles priment sur les règles formelles? Professeur, comment parler du droit et de la réglementation dans une situation de no man's land? Ma question, c'est que, pour résumer toutes les deux questions que je fais, mais quelles sont les mesures prévues à l'aune des réformes qui engagent les instruments juridiques pouvant gérer le domaine des prédilections de nos mines? Voilà un petit peu, si je peux me résumer un peu à ce niveau, sur tout ce qui concerne le droit minier et des hydrocarbures en Afrique centrale à l'aune des dernières réformes. Bon, je vais répondre. Oui, professeur. Bon, je crois que M. Badibanga se réfère à un article que j'ai publié dans une revue sud-africaine sur l'apport du droit de l'OHADA dans la gestion des hydrocarbures. Je crois que c'était en 2014 que j'ai sorti cet ouvrage-là, mais c'était avant la publication d'un code consacré aux hydrocarbures. Parce que maintenant, il y a un code des hydrocarbures qui date de 2015. Pourquoi? Parce que le secteur des hydrocarbures n'était régi que par cet article de la loi de 11 mai 1967 qui portait sur les mines et les hydrocarbures. Les deux secteurs étaient liés. Alors, pour mettre cette gestion à la légalité, on a dû avoir un code qui est basé sur le même principe que les principes en matière de droit minier, c'est-à-dire principe de gestion en disant le sol, bien sûr, le sous-sol, ça appartient à l'État, mais on a oublié de dire aux gens que les substances qui sortent de ce sol, lorsque l'État n'a pas investi, ces substances-là, c'est la propriété de l'investisseur. Et l'investisseur n'a que des royalties, c'est-à-dire des loyers qu'il paye à l'État. Et je pense que quand j'étais au ministère de l'économie, c'était 150 millions de dollars par trimestre. À un moment, j'avais posé la question, mais on reçoit depuis 1975, lorsqu'on a construit lorsqu'on a commencé à produire le pétrole, hein, c'est 25 000 barils par jour. Mais depuis 1975, toujours 25 000 ont payé 150 millions. Et j'ai posé la question pour savoir, mais est-ce qu'on connaît les quantités qui sortent pour ne recevoir que 150 millions? On dit, toi, tu es toujours compliqué. Je dis non, je dois quand même savoir, c'est sur quelle quantité? Et vous connaissez la société qui exploite. Alors, maintenant, comme on a la loi de 2015, je vais redonner la réponse. Avec la loi de 2015, il était prévu que les sociétés qui exploitent se réfèrent à la loi de 2015. Mais les sociétés, ou la société principale qui a dit non, on ne va pas se référer à cette loi, parce qu'il y a un traité entre la France et le Congo qui faisait que ces gens-là ne vont pas se conformer à la nouvelle loi. Or, dans tous les autres pays, quand on a fait des réformes, lorsqu'il y a des textes nouveaux, ces textes doivent s'appliquer aux situations qui sont retrouvées sur place. C'est la même chose aussi en matière des mines solides, donc les
les grandes matières que vous avez, et tout ça, avec les Chinois, par exemple. On parle souvent de contrats chinois, mais on dit non, pour les contrats chinois, on laisse le régime des conventions, alors que la loi de 2002, comme celle de 2018, prévoit qu'il n'y a plus de régime conventionnel, il n'y a que des régimes de droit commun, c'est-à-dire application. Alors, mais qui viole ces textes-là? C'est à la fois l'État lui-même, à travers ses représentants, et les autres partenaires, en profitent. Parce que nous n'avons pas, on ne leur oppose pas des dispositions qui rendent une situation difficile à changer lorsqu'on ne se conforme pas. Voilà pourquoi quand vous allez négocier, souvent quand les gens vont négocier, ils n'amènent pas les techniciens pour le dire. Une virgule qui change quelque part, ça change le sens de la disposition. Absolument. Voilà, donc c'est pourquoi on dit il faut avoir des hommes capables de vous aider à faire mieux pour que demain on ne tombe pas dans les erreurs du passé. Ok. Alors, Monsieur Maïra, vous aviez une question à poser au professeur? Non, juste une simple question de savoir quelles sont les garanties que cette fois-ci le professeur sera écouté et suivi. Parce que c'est comme si on est en train de prêcher dans le désert quand on voit ce qui est en train de se passer. Pas seulement dans les domaines miniers, mais dans tous les domaines. Mais moi, je suis agronome, je m'intéresse beaucoup plus à... J'attends que les choses changent dans ce secteur-là, parce qu'en fait, compter sur les mines, c'est bon, c'est bien aussi. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui peut sauver ce pays, ce n'est pas les mines, c'est plutôt l'agriculture. Et c'est comme ça que le développement à la base, nous l'attendons qu'elle puisse maintenant booster ce secteur-là. C'est l'agriculture qui peut... Tout le monde peut se retrouver dans l'agriculture. Parce que les mines ne sont pas bonnes. On dit que c'est généralisé, c'est dans le pays. On n'a même pas fait l'effort, après l'indépendance, on n'a pas fait l'effort de continuer à chercher, à faire de recherche sur tout le pays. Maintenant, on me dit chez moi là-bas, on vient de trouver du diamant et les gens sont en train de prendre ça en désordre, tout ça, en attendant que l'État sache que c'est le vrai diamant ou quoi. Donc là, je me dis, la recherche n'a pas continué. Donc moi, je me dis, quelles sont les chances, les garanties que cette fois-ci, c'est la bonne? C'est un peu ce qu'on peut se poser, on peut se poser la question dans ce sens-là. Mais en tout cas, moi, j'attends que le développement à la base puisse booster le secteur agricole, et le secteur agricole va être la base du développement de ce pays. Qu'est-ce qui nous apporte? Les mines nous rapportent quoi? Les guerres. La première donne que les mines nous apportent, c'est les guerres. Toutes les guerres, c'est là où il y a des mines. Et finalement, nous disons, d'accord, on ne va pas laisser passer, ce sont nos mines à nous, mais moi j'ai l'impression que j'attends que le développement à la base commence par la production agricole qui va faire asseoir le tout dans ce pays-ci. Ça, c'est mon point de vue. Mais quant à la chose, bon, je ne sais pas si le professeur a des garanties que cette fois-ci, il sera écouté. Oui, bon. Dans tout le cas, vous n'avez pas tort, puisque les mines, d'abord, c'est une matière qui s'épuise. Bien sûr. Oui. Un jour, nous n'aurons que des trous partout. Oui, alors, Monsieur Luboya, qu'est-ce que vous vouliez dire au professeur? Bon, déjà, une fois de plus, félicitations pour l'ouvrage, professeur. Vous n'êtes pas votre premier exercice et on peut percevoir l'excellence dans le travail que vous produisez. Moi, je voulais plutôt rajouter quelque chose. C'est sur la dimension politique du pays. Parce que moi, je suis, d'ailleurs, comme c'est entendu, que je pense que le fait précède le droit. Et que le droit est au service de la politique. Parce qu'on peut écrire, on peut voter des lois, on peut mettre sur pied tous les dispositifs, mécanismes juridiques qu'on veut, élaborer des politiques comme on veut, mais si l'action politique ne suit pas
ou si l'action politique ne se trouve pas en amont, comme en aval d'ailleurs, il nous serait très difficile de pouvoir atteindre les objectifs que nous voulons. Parce que, par exemple, s'agissant de... Parce que là, nous parlons des minéraux. Les produits miniers dans notre pays n'ont pas beaucoup servi à notre population depuis certaines années, parce que je pense que la politique n'a pas joué son rôle comme il fallait. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'abord d'une question des textes, parce que je suis parfois offusqué, moi, d'entendre que certaines organisations commerciales ou entreprises nous imposent des textes comme étant leur parapluie pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. On a tantôt parlé de l'entreprise pétrolière qui, il faut le dire jusqu'aujourd'hui, se comporte un peu en maître ou en terrain conquis alors que nous sommes un État souverain. Le politique aurait dû et devrait jouer un rôle. L'intelligence, c'est bon, et je comprends. Moi, j'ai compris quand le professeur dit que l'intelligence, ça se paye. Ça veut dire qu'il faut mettre des moyens. Vous avez tantôt parlé des salaires, mais il n'y a pas que ça. Il y a des salaires, il y a des instruments, il y a toute une logistique qu'il faut avoir pour que l'intelligence soit adéquate et au service de la nation. Et pour ça, il faut mettre de l'argent. Nous oublions parfois cela et nous sommes obligés à vivre un éternel recommencement. Mais aussi, bien sûr, la politique n'a pas agi comme il se devait quand il s'agissait d'investir tout ce qui sortait de nos mines, des produits miniers, vers d'autres secteurs productifs. Ça fait des décennies maintenant, quoi, 5-6 décennies. L'expert Maïr a parlé tantôt de l'agriculture. Il y a des secteurs comme, commençons par l'armée. Parce qu'avec tout ce que nous avons, et parce que le directeur a parlé de la prophétie du roi des Belges, déjà notre pays a toujours été convoité par le monde. Vous vous rappelez qu'il a fallu que nous ayons un accord de libre circulation. Quand j'ai dit nous, c'est l'État indépendant du Congo. Le Congo devait être un espace de libre circulation pour toutes les nations du monde, parce qu'on considérait que vu tout ce qu'il y avait au Congo, ça ne pouvait pas complètement appartenir à quelqu'un. Donc, le premier secteur dans lequel on devrait investir, c'est l'armée. On doit être le pays le plus protégé du monde. Mais nous ne l'avons pas fait. L'éducation, nous ne l'avons pas fait. L'agriculture, question de diversifier, nous ne l'avons pas fait. Là encore, ce n'est pas, à mon sens, je reconnais l'importance des textes, mais je vais juste dire qu'il y a la dimension juridique, mais parce que, directeur, je vous dis, moi, en tant que politique, je vous dis sincèrement, la politique prime sur le droit. Il faudrait que nous mettions le moyen pour que la politique puisse jouer pleinement son rôle et faire bénéficier notre population des richesses de notre pays. Madame Abongo, pour que le professeur puisse tirer le mot de la fin. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Je serai bref, comme d'habitude. Merci, professeur, pour votre livre. J'ai essayé de parcourir, mais il faut prendre le temps pour lire. Mais au début, le professeur dit le sol et le sous-sol appartiennent. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et nous avons nos minéraux, des gisements, des carrières, ainsi de suite. Mais nous pouvons les avoir et rester pauvres. Donc nous avons besoin des investisseurs pour qu'ils viennent explorer, extraire les minéraux, les vendre, et nous avons en retour, nous avons en retour les impôts, les taxes, les redevances que ces miniers payent. Mais nous avons aussi le droit, quand un investisseur vient explorer et que l'État congolais ne se retrouve pas, on a ce droit-là de résilier ce contrat. Qui sont propriétaires des carrés miniers? C'est vous les politiciens. Donc vous voyez comment vous êtes à la base des problèmes au pays. Donc nous devons revenir à l'ordre. Et vous, à la barre, vous devez être jugé parce que vous êtes à la base de la misère de la population. Allez au Katanga là-bas. Voyez comment des jeunes garçons se mouillent le maillot pour extraire les minéraux. Vous avez vu Rubaya, des trous par-ci, par-là. Ce sont des jeunes qui se débrouillent pour extraire ce coltan, aller chez notre voisin, et notre voisin joue le malin à Kundi Yango pour faire voir au monde que c'est lui qui produit le coltan.
Donc, à vous les politiciens de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Par des dispositions légales, bien sûr, pour que les contrats, quand vous signez les contrats avec ces investisseurs, bien qu'il y ait des aventuriers, il y a aussi des sérieux. Devant un pays où on ne prend pas les choses au sérieux, nous aurons que des investisseurs qui viendront nous escroquer. Donc, à vous les politiciens, puisque vous voulez avoir l'œil partout. Là où c'est le commerce international, où les experts qui doivent vous donner des tuyaux, des explications ou des stratégies, non, ce sont les partis politiques qui s'en accaparent. Partage équilibré, partage équitable. On met des personnes qui n'ont aucune notion, alors que nous avons des experts qui sont là, qui peuvent faire des recherches, savoir qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions gagner. Mais non, vous êtes là à l'avant, les politiques, sans connaissance, sans stratégie, vous signez. Et après, eux se retrouvent. Madame, s'il vous plaît. Eux se retrouvent et nous, l'État congolais, nous restons pauvres. Mais nous détenons des gisements, des carrières innombrables dans notre pays. Et concernant la diversification de l'économie, nous avons plusieurs secteurs pour diversifier l'économie. Prenons le tourisme. Mais nous avons un très beau pays. Mais est-ce que nous donnons de l'importance au tourisme? D'accord. Ok. Je voulais juste rebondir, directeur, sur ce qu'a dit madame. Il ne faut pas tout mettre sous la charge de tous les politiques. Vous parlez en tant que citoyenne, donc vous avez le droit de vote. C'est vous qui envoyez n'importe qui au Parlement. Parce que ces lois sont faites par qui? Par les législateurs. Le professeur l'a bien souligné ici. Il y a des gens qui sont là au Parlement, qui ne savent pas par où commencer, par où finir, parce qu'ils ne sont pas outillés. Quand vous envoyez votre beau-frère, pas vous personnellement, ou votre vieux du quartier, pour être représentant au sein de l'Assemblée nationale, après vous vous plaignez qu'il y ait des lois qui ne sont pas appliquées. Combien on a assisté à des interpellations parlementaires ici dans ce pays? Combien? Des ministres des Mines, d'énergie qui ont été sanctionnés. Posez-vous la question. Excusez-moi, j'aimerais aussi fixer un peu votre commentaire. Oui, tout à fait. Pour dire que l'impulsion vient de l'exécutif. Le politique est à la base de la débâcle dans ces pays, ne nous voilons pas la face. On parle de citoyens qui votent, mais dans le passé, nous avons quel type et quel genre d'élection? C'est tout ça le problème. Je reviens à ce que Muammar Kadhafi parlait, il disait, excusez-moi. Vous les applaudissez. Excusez-moi. Quand ils viennent à la cité. Muammar Kadhafi disait que celui qui décide qui doit voter dans une démocratie, ce n'est pas le peuple, mais celui qui programme le résultat. On a tendance à pouvoir contextualiser ce problème par rapport aux élections passées, espérant que les élections prochaines seront mieux. Voilà, on vote des gens qui n'ont pas. On vote des gens qu'on n'a pas votés. On proclame des gens qu'on n'a pas votés. Donc le politique est à la base, qu'on se le dise. Voilà pourquoi j'ai dit ici. Il n'y a jamais eu de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Mais voilà pourquoi j'ai dit ici qu'il fallait qu'il y ait une révolution scientifique. Je m'explique. Aujourd'hui, vous décriez tout ce que vous êtes en train de dire, je suis tout à fait d'accord. Mais vous ignorez que c'est à cause du manque d'une politique scientifique que le Congo s'est hiberné dans un système qui nous a laissé aujourd'hui, jusqu'à ce jour, on est toujours à genoux, on pense que les meilleurs viennent d'ailleurs. Donc ça veut dire que les scientifiques ont un rôle important à jouer, ce rôle-là qui ne demande pas que ces derniers soient payés, qui demande qu'il y ait une révolution. Mais pourtant, les scientifiques sont gérés par le politique. J'en arrive. Mon frère a dit quelque chose de très important. Il a dit que la politique tient tout en état. Je suis tout à fait d'accord. Mais écoutez, pourquoi si la politique tenait tout en état, que ces politiques se réfèrent toujours aux scientifiques? Voilà pourquoi j'ai dit que le professeur ne me contredirait pas. Ce sont eux qui pondent les politiques du microcosme fonctionnel des gestions des nations. Ils ont les manettes et ils ont le pouvoir. La science a le pouvoir. Voilà pourquoi à tout moment, au-delà de tout ce que nous pouvons émettre comme idée, comme proposition, je me résume et je réitère mes mots pour dire que les scientifiques ont le pouvoir. Mais pour ce faire, pour que ce pouvoir soit entendu et pris en considération par les politiques qui sont une émanation d'un système corrompu. Parce qu'aujourd'hui, les successions des politiques et des pouvoirs que nous avons dans ce pays sont une émanation d'un système corrompu. Quand même que les hommes ne peuvent pas l'être, mais le système est corrompu. Il y a des hommes qui se battent
pour essayer d'éradiquer le système, comme le président Félix Tshisekedi, mais qui a un problème d'accompagnement. Est-ce que la science a essayé de booster pour pouvoir donner la file à d'autres scientifiques qui se seraient lassés de la situation? Parce que ici, s'il vous plaît, madame, aujourd'hui le professeur... Attends, j'en arrive. Quel type de politique les scientifiques sont dispo, mais c'est le politique qui est le dernier. Oui, mais j'ai dit le professeur a relevé un point très important. Le professeur, s'il vous plaît, monsieur Loutou, le professeur a élevé un point très important sur ce plateau. Il a dit que le professeur d'université, des scientifiques qui ont la mobilité de proposer les canaux pour pouvoir développer les choses ne sont pas consultés. Ils sont écoutés d'abord. Ils ne sont pas écoutés. Par qui? Par le politique. Exactement. Voilà pourquoi j'ai dit. Par conséquent, comme ils ne sont pas écoutés, les esprits faibles se lassent de la lutte. Voilà pourquoi j'ai dit, au lieu de se lasser de la lutte, il faut une émanation d'une lutte, d'une révolte de ces scientifiques qui se disent, si vous ne nous écoutez pas, voilà ce qui va se passer. Pourquoi on écoute les marches et les révolutions politiques, on ne peut pas écouter? Alors, je vous donne un exemple très typique. Aujourd'hui, les femmes se sont levées pour la question de la violence faite à la femme. L'Assemblée nationale a voté. Mais pourquoi les scientifiques... des politiques. Écoutez, le politique ou pas, mais c'est une action qui est vraiment connue et respectueuse. Les femmes se sont levées, elles ont lutté, et après, les politiques ont écouté, et l'Assemblée nationale a voté en faveur des femmes. Mais pourquoi cela ne peut pas être le cas pour les scientifiques c'est le poumon, c'est la base du développement. Pourquoi les scientifiques ne peuvent pas aujourd'hui, au-delà de leur production qui ne sont pas écoutées, mettre sur pied une certaine révolution scientifique respectueuse et donner la file aux jeunes scientifiques que nous sommes pour dire, mais écoutez, nous devons défendre le voie scientifique pour le développement de la République. Noir sur blanc, on sait que sans la science, ce pays-là ne développera pas. Absolument pas. Absolument pas. Ok, dans tout le cas, Monsieur Luboya, je pense que vous avez raison que c'est la politique qui nous régente. Mais moi, je pense que la politique peut reculer devant les évidences. La politique peut reculer devant les évidences. La politique consciente, directeur. Oui. Une politique consciente, oui. Est-ce que nous ne cherchons pas à avoir une politique consciente? C'est ça l'idéal. Nous cherchons à avoir la politique consciente. Exactement. Alors c'est pour ça que je dis à M. Luboya que les affaires, souvent dans les affaires on est amoral, dans les affaires on est amoral. Pour qu'on ne soit pas amoral, il faut des règles. Les règles, c'est les droits. Même en politique, on doit respecter les droits aussi. Donc, je crois que nous devons privilégier ces droits-là. L'armée ne peut pas venir tout le temps se mêler dans les affaires. L'armée, c'est pour protéger l'étendue du territoire, nos frontières et notre... Mais ce n'est pas pour entrer dans la signature de contrats. Donc, c'est les droits qui doit primer là-dedans. Je suis d'accord, docteur, peut-être vous n'avez pas bien compris. Donc j'ai voulu juste dire que c'était un plus, parce que nous avons des textes. Le Congo, aujourd'hui, est l'un des pays qui a la meilleure batterie, la meilleure batterie juridique. Voilà, oui, on a tout plein de lois que les autres pays d'Afrique centrale, ici, et d'Afrique de l'Ouest n'ont pas. Je voulais juste rajouter qu'il y a le texte et il y a la dimension politique. C'est ce que je voulais dire. Alors, professeur, sur ce chapitre, il s'agit de l'âme de la République démocratique du Congo, l'économie. J'ai compris que on convient tous que le problème, c'est l'homme congolais. Il faut le formater, le reformater, parce que l'âme du Congolais est corrompue. Ce qui tue le pays, c'est la corruption, le détournement. Vous vivez ça tous les jours et il n'y a pas de sanctions. Parce que si les gens détournaient et que finalement on les poursuivait en justice et qu'on récupérait le bien volé à l'État pour amener ça au trésor, les gens penseraient autrement. Il y a plusieurs
choses qui ont été faites, qui n'ont pas été faites dans l'ordre. C'est par exemple le fait d'abolir la peine de mort. C'était une erreur, et ça concerne une erreur, parce que les gens peuvent tuer, ils peuvent voler, etc. Ils savent que bon, la peine de mort n'existe pas. C'est aussi un piège qui nous avait été tendu. Ou un autre piège. Il faut avoir une justice équitable. On a détruit la justice. Les décisions sont iniques. Mais ça fait que bon, l'impunité va continuer et ça ne va pas marcher. Donc je pense que chaque peuple, hein, vous pouvez perdre tous les discours possibles, chaque peuple mérite les dirigeants qu'il se dote. Un peuple idiot aura des responsables qui correspondent à ce qualificatif. Un peuple intelligent, vous verrez des gens capables de l'aider à sortir du sous-développement. Alors la question de l'agriculture, le développement partout ailleurs est basé sur l'agriculture. Mais pour avoir une agriculture qui profite, il faut avoir des gens qui aiment le travail, qui sont capables de travailler. L'agriculture a reculé au Congo parce que les Congolais n'aiment pas travailler. Ce sont des partisans du moyen de réforme. Ceux qui travaillent dans l'agriculture, c'était les réfugiés angolais et d'autres. Les Congolais, vous ne voulez pas travailler, vous voulez tout recevoir, même attendre que Dieu vienne vous donner alors que vous êtes capable de transformer votre monde. Je prends seulement un exemple. Vous avez l'avenue des Huileries ici. Ça provient des huileries de Mapangu, etc. Donc l'huile de palme qui était produite au Congo, c'était l'huile de palme de meilleure qualité. On était, avant les indépendances, on était premier produit. Premier d'Afrique. Maintenant, nous ne sommes même plus dans le classement. Mais vous savez, ce sont les palmeraies de Mapangu et d'Idiofa qu'on a amenés en Indonésie. Et l'Indonésie est devenue le premier pays producteur d'huile de palme. Vous n'avez rien. Mais si vous quittez, ça c'est une question d'agriculture. Vous quittez Kinshasa pour aller à Kikwit, Chikapa, partout là, sur la route, vous avez des difficultés pour acheter des bananes, pour acheter des oranges. Parce que le terrain est vide. Personne ne veut travailler. Alors en ce moment-là, il ne faut pas penser qu'on va vous laisser tranquille. Hein. Si vous ne faites rien de votre terre, si vous ne valorisez pas votre propre terre, les voisins vont vous combattre parce que vous avez ces ressources et ils vont vous faire la guerre. Mais je vous ai dit que dans la mondialisation aujourd'hui, c'est une bataille d'entreprise, tout ça. Cette bataille-là n'a pas de fin. Mais si vous reculez, on va vous envahir. C'est la raison pour laquelle je dis, et là je rentre dans le cadre, il faut avoir une armée solide qui vous permet de résister face à l'ennemi. Et si vous avez des capacités de résistance, on va vous respecter. En ce moment-là, vous pouvez avoir droit au chapitre dans cette globalisation économique qu'on a dans le monde aujourd'hui, avec des armes qui vous permettent de résister face à l'ennemi. Voilà. Alors, pour vous les politiciens, je pense qu'il est grand temps de penser déjà à approcher l'intelligence du pays pour que les solutions soient trouvées. Si vous ne sollicitez pas l'intelligence du pays, vous restez enfermés dans vos cabinets, ben nous allons toujours faire du surplace. Voilà. Ok, nous disions que les parlementaires sont rentrés. Nous parlons de la loi là. Ils sont rentrés de vacances. Les discours traditionnels ont été tenus. Qu'est-ce qui a retenu dans ce discours votre attention? Commençons par l'Assemblée. Qu'est-ce qui a retenu votre... Merci beaucoup de la pertinence de cette question. Il faudrait souligner ici que pour une première fois, les deux chambres réunies ont tablé sur une question qui reste importante sur la vie de la République. C'est la question sécuritaire. C'est ce qui a vraiment retenu mon attention. Ils se sont convenus pour que les actions qui seront menées après, ces actions seront axées sur la sécurité. Aujourd'hui, conviendrait avec moi que le Congo est devant une guerre qui nous est imposée
par nos voisins, parce qu'on parle du Rwanda. La guerre ne nous est pas seulement imposée par le Rwanda, il y a d'autres pays qui nous entourent, qui sont derrière le Rwanda, dans ces microcosmes de cette agression, il y a beaucoup de pays. Alors, il était question, à un moment, qu'il fallait qu'il y ait un homme d'État pour pouvoir répondre au dictat de la situation actuelle. Les deux chambres, comme on dit, ce sont les envoyés du souverain primaire. Et la population congolaise qui le regarde, on vit aujourd'hui que ces derniers ont pris à bras le corps la situation. Mais ce que nous voulons, c'est que ça ne soit pas des slogans politiciens. Nous savons à l'accoutumée ce qui se fait quand il y a de telles situations. Nous nous disons, oui, nous sommes agressés, et qu'ils lèvent le ton. Au-delà du fait qu'ils ont levé le ton, qu'est-ce qui est comme action à poursuivre après cette position que les deux chambres ont prise? Nous saluons cela. Mais il y a une réalité. La réalité, c'est que depuis la nuit des temps, dans notre pays, nous regardons quand il y a quelqu'un qui amène une volonté de faire. Les institutions qui sont appelées à jouir d'une céciparité des responsabilités, souvent d'autres institutions se désintéressent de la situation qui tiennent la vie de la nation. Vous serez d'accord avec moi qu'au sein des hémicycles, nous avons des informations aujourd'hui qu'il y a des députés qui seraient en train d'animer nos agresseurs, qui seraient tireurs de ficelles. Et ça, ce ne sont pas des questions taboues si l'on veut sauver la nation. Nous disons que nous avons un président de la République qui a levé les tons aujourd'hui, qui a juré sur sa vie pour dire que nous, au-delà de menaces et tout, il sacrifierait sa vie pour la paix à l'Est. Mais ça, c'est une motivation, il donne la file à toutes les instances et tous les animateurs politiques. Est-ce que ces derniers ont compris le cri d'alarme du chef de l'État? Est-ce qu'ils comprennent qu'ils ont une lourde responsabilité en tant qu'élus du peuple pour pouvoir accompagner le président de la République dans cette mission-là? C'est la question qui nous reste. Et nous nous disons, parce que nous savons tous d'où vient la guerre, et aujourd'hui on est conscient qu'il y a des infiltrés dans notre République, qui sont au Parlement, qui sont dans les institutions, qui sont de gauche à droite, qui sont une émanation du système. Le Congo subit d'un système qui nous avait été imposé depuis 1885, qui s'est succédé jusqu'à ce jour. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la politique de démantèlement de ces systèmes? Est-ce que les Congolais qui animent des institutions et qui sont au Parlement comprennent que nous sommes devant une réalité de démantèlement de ces systèmes pour pouvoir accompagner une politique mise en place par un président qui arrive afin de pouvoir éradiquer cette situation et nous donner une position de force? Vous avez dit ici que si nous avons une armée forte, nous serons à même de pouvoir faire face à une menace. En même temps, nous organisons à l'interne. Et cela est une émanation d'une prise de conscience collective de ceux qui animent les institutions, le Parlement, les deux chambres du Parlement, même les animateurs d'institutions au gouvernement devraient comprendre que nous sommes devant une réalité qui est différente d'autres. Nous sommes devant une guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est porter l'âme d'État pour pouvoir dénoncer et mettre sur pied une politique en termes de propositions afin de revenir au bon sens. D'accord. Madame Ambongo, la rentrée parlementaire, les discours de speaker de deux chambres, en commençant par l'Assemblée, qui est l'émanation directe du peuple. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, Monsieur Noël. Concernant le discours du président de la Chambre basse, il y a un extrait qui m'a un peu... dont j'ai trouvé que c'était important. Quand il dit la République, cependant, en ce qui concerne le dialogue préconisé, tout en réaffirmant son ferme attachement au dialogue en tant que fondement des rapports dans toute société humaine, la République démocratique du Congo n'entend s'engager dans un processus de ce genre que si l'agresseur occupant rwandais retire ses troupes et ses exécutants du M23 de notre territoire. Parce que certaines langues disent, voilà, nous finirons par dialoguer avec le M23. On ne dialogue pas avec un terroriste.
un terroriste, il faut le traiter comme ça. Les États-Unis n'ont pas dialogué avec Ben Laden. Les États-Unis sont arrivés à mettre fin au terroriste Ben Laden. Donc, concernant le M23, lorsque... C'est pas le même point de vue que le président de Justement, l'Assemblée. moi, je voudrais, puisque la représentation nationale avait décidé qu'il n'y aura pas de mixage, il n'y aura pas de brassage, il n'y aura pas de dialogue avec le M23. Alors, de notre côté, nous devions mettre les batteries en marche pour chercher à mater le M23. Et le M23 ne fait que violer tous les accords. Le processus de Luanda, le processus de Nairobi. Le M23 n'entend pas respecter ces accords. Au contraire, il gagne des localités, il gagne des territoires. Et sur son passage, il laisse des morts, il laisse la population dans un état désastreux. Alors, on ne peut pas négocier avec les terroristes, je suis désolée. Nous devons, nous, plutôt mater ce groupe de terroristes. Bien sûr, la diplomatie fait son travail, mais de l'autre côté, notre armée a le devoir de mettre fin à ce groupe de terroristes, à ce groupe qui sème des terreurs. Pas seulement le M23, il y a les EDF, tous ces groupes armés, parce que vous avez des problèmes avec votre pays, mais vous venez tuer chez nous. Donc notre pays devient un terroir où tout le monde entre, on coupe les têtes des femmes, on enterre des enfants, ainsi de suite. Donc nous devons pleurer alors que vos revendications, c'est de l'autre côté là-bas. Donc c'est inacceptable. Nous devons mater ce groupe de terroristes. Et cela demande à ce que notre armée soit puissante et arrive à cette fin. Et il dit encore, d'ores et déjà, la représentation nationale invite le gouvernement de la République à procéder à une identification préalable. Parmi les conditions, on a parlé des retours des réfugiés. Vous avez déjà appris un Congolais à aller traîner au Rwanda? Un pays qui n'a même pas d'espace. Un Congolais allait traîner là-bas, on dit que voilà, il y a des réfugiés qui doivent rentrer. On dit non, on doit procéder à l'identification de ces gens. Parce que nous risquons de faire entrer encore des personnes qui nous créeront des problèmes, puisque nous avons déjà des problèmes. Donc ce problème d'insécurité à l'est du pays, nous devons aller avec tout le sérieux du monde. Et notre gouvernement doit cesser, comme on dit, vous avancez, après vous reculez. Vous voulez faire quelque chose. Donc on est trop regardant sur le processus, et tandis que l'ennemi, lui, ne fait qu'avancer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je dis qu'il faut court-circuiter l'ennemi. Quelque part, mettre aussi ces accords de Luanda, de Nairobi de côté, puisque celui qui est en face de nous ne veut rien entendre. Nous allons toujours continuer à respecter le processus. Les FARDC restent là, et ces forces-là sont en train de faire leur villégiature, et maintenant on dit voilà, les forces angolaises vont venir. Oui, les forces angolaises vont venir, mais les forces angolaises ne vont pas se battre pour nous. Ils ne sont pas offensifs. Elles sont là pour vérifier réellement si le M23 quitte le territoire. Les forces angolaises ne vont pas allumer le feu. L'EAC est là. L'EAC fait quoi? L'EAC observe le M23 aller de localité en localité. Nous n'avons pas confiance. La MONUSCO ne fait rien. L'EAC encore moins. Les forces angolaises viendront pour observer. Mais qu'est-ce qui nous reste? Que notre armée. Donc c'est l'armée qui doit mettre un terme à ça. Parce qu'une rébellion, un terroriste, on ne négocie pas. On ne négocie pas. Alors, monsieur le fermier, avec la guerre, il n'y a pas de ferme, hein? Qu'est-ce que vous dites? La rentrée parlementaire. Oui, avec la guerre, il n'y a pas de ferme, parce que du côté de nos fermiers nous appellent, enfin nos travailleurs nous appellent tous les jours pour dire mais l'insécurité commence à s'approcher de nous, comment on va continuer à vivre, on n'est pas nombreux dans la ferme, est-ce que nous n'avons... Bon, de toute façon, la guerre est une donne présente, les deux présidents de chambre ont parlé de ça. J'avais même aussi retenu cet extrait que Mamie vient des choses. Mais dans un autre contexte, les deux présidents ont insisté sur le fait que les gouvernants doivent tout faire pour améliorer les conditions de la population qui deviennent... On ne sait même plus qualifier comment les Congolais sont en train de vivre. Donc, ils appellent le gouvernant à pouvoir tout faire pour pouvoir améliorer les conditions de vie de la population. Ici à Kinshasa, ça devient terrible.
Et dans les milieux ruraux, comme quelqu'un l'a dit ici, comme les gens n'aiment pas faire l'agriculture, mais ça devient un problème. Et c'est le monde entier qui est en train de nous envoyer des denrées que l'on est en train de se précipiter dans les villages. Vous irez, alors que le riz de Bumba est en train d'être jeté parce qu'il n'y a rien qui peut les apporter. Mais Oui, c'est aussi leur aliment de base. Mais une fois, je suis arrivé quelque part, quelqu'un me dit, mais regardez cette maison, c'est plein. Mais on est obligé de travailler tout ça. Donc, ça veut dire qu'il faudra quand même que le gouvernement pense comment améliorer les conditions. Et les deux présidents l'ont dit. Le président de l'Assemblée est allé même plus loin. Peut-être que pour y arriver, il faut lutter contre la corruption, les détournements, qui sont, le professeur en a parlé ici. Donc la corruption et les détournements, c'est devenu un mode on dirait un mode de vie. Et c'est tout un problème. Mais ils sont aussi revenus à... ça, c'est le président de l'Assemblée qui parle de la répartition équitable des ressources de l'État. Mais depuis qu'ils sont là, il y a la loi sur la caisse de péréquation. Ça sera appliqué quand? À la fin de leur législature? Il y a même un directeur général. Donc c'est une institution qui fonctionne dans les vides. En attendant, le regard, en fait, c'est l'Assemblée nationale qui doit poser un regard là-dessus. Et c'est ça qui peut faire maintenant que tout le pays peut quand même jouir des ressources de la nation. Parce qu'il y a des ressources qu'on appelle nationales qui devraient se retrouver partout. Moi, je voyais qu'on lançait certaines opérations. Par exemple, on voudrait activer les femmes à pouvoir faire ceci en leur donnant... Mais ça, ce sont des opérations qui devraient se faire simultanément dans les 26 provinces ou dans les 26 chefs-lieux de province. Bien sûr qu'on les lance, par exemple, ici à Kinshasa, mais on sait que la même opération est en train de se dérouler à Tchouapa, à je ne sais pas où, dans tous les coins de la République. Parce que finalement, ça devient comme si, à un moment donné, il y a des Congolais qui doivent observer tel genre de Congolais qui doivent bénéficier de ces sites. Donc, il y a quand même ce problème de répartition équitable des ressources de la nation. Et les deux présidents en ont parlé aussi. Donc, je pense quand même qu'ils devraient aller jusqu'au bout pour essayer de voir comment ça va. Et puis, les interpellations, quelqu'un en a parlé. Est-ce que vous avez déjà appris que le gouvernement, enfin, l'Assemblée, des appels à un politicien pour une question orale ou bien ceci, tout ça, mais le grand travail, les motions de censure, il n'y en a pas. Non. Donc, ça pose quand même un problème. C'est comme si, c'était un groupe de gens qui se sont entendus pour bien vivre et avoir un mode de vie qui ne fait mal à personne, alors que le pays est en train d'en souffrir. Donc ça, c'est très, très, très important. Je pense que le Parlement doit jouer son rôle. Le contrôle. Oui, Monsieur Odimba. Oh, merci. Au sein de deux chambres, il y a des éléments nuisibles. Mais la rentrée, c'était l'occasion de nous donner l'information sur les noms de certaines personnes qui devaient évacuer l'Assemblée. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, avant de répondre à la question, je pense que je salue quand même l'introduction avec les discours du roi Baudouin. La tâche est immense. La tâche est immense. Il a même évoqué de l'inexpérience, ça veut dire la connaissance. On en a largement parlé avec le professeur au premier sujet. Mais en ce qui concerne les deux discours, c'est très positif que les deux chambres, les deux institutions éminemment politiques, d'évoquer cette grande question. Je pense que les élections de la fois dernière, les zones là à l'Est, ils n'ont pas pu voter dû à l'insécurité. Donc c'est un problème qui est présent et qui dérange même le développement du pays parce que la grande partie du budget est toujours acheminée à ces problèmes d'insécurité. Donc sur ce plan, c'est très positif. Il faut qu'il y ait une synergie entre l'exécutif et les organes parlementaires. Quand eux tous se mettent sur la même question, je pense que ça sera un début de solution. Et surtout que nous attendons la force angolaise
qui viendra aussi en appui à cela. Et tous ces problèmes de sécurité qui ne fait que bouillonner ces derniers temps, on a vu le balai diplomatique, le président Macron ainsi que les Nations Unies, c'est l'un des sujets que nous allons évoquer. Donc, je salue que les deux chambres puissent évoquer ces problèmes-là et cette synergie autour du chef de l'État, ça sera quand même une très bonne chose, que ça ne se limite pas qu'au discours, que cela se traduise même dans la répartition budgétaire, qu'on voit que ce problème de sécurité est vraiment pris au sérieux cette fois-ci. Et à mon humble avis, je propose même que s'il faut glacer d'abord les problèmes des élections, qu'on termine d'abord avec cette crise sécuritaire qui date, ça sera une très bonne chose. À ce qui concerne que dans le président des institutions parlementaires puisse parler des personnes impliquées à cette crise. Des éléments nuisibles. Des éléments nuisibles. Bon, je pense que sur le plan politique, des problèmes sécuritaires, ça ne peut pas se parler sans tact. Sans tact, sûrement il y a des problèmes, il y a des problèmes de renseignement militaire, des intelligences qui doivent être là pour qu'ils soient dénichés, parce qu'une fois en lieu public on parle de cela, ce sont des réseaux. Ce sont des réseaux qui requièrent des travaux en soubassement, qui sont des problèmes de renseignement, et sûrement ils pourront quand même aider l'État à prendre de bonnes décisions et mettre hors état de nuire toutes ces personnes-là évoquées. Louboya, selon vous, les éléments nuisibles doivent continuer à siéger dans nos chambres? Non, ils ne doivent pas continuer à siéger dans nos chambres. Et je pense qu'il faudrait que pour cette année, le Parlement, donc les deux chambres, fassent preuve de rigueur. Vous savez, nos voisins ici, parfois quand vous y allez, vous savez dénoter la rigueur qu'il y a dans la gestion de la chose publique. Et donc, effectivement, il y a eu trois grands sujets qui sont revenus, essentiellement la sécurité, les élections et la situation économique. Moi, j'essaierai, parce que beaucoup de points ont été touchés ici, mais je vais plutôt être dans une optique de long terme directeur. Premièrement, avec la sécurité. Vous savez que le problème de sécurité du Congo, on est en train de chercher des moyens de dépannage. Des moyens de dépannage. On use de la diplomatie, on fait venir des troupes d'un peu partout, parce que nous voulons qu'il y ait accalmie. Mais nous savons que ce n'est pas ça qui finira le problème du Congo. Ce problème vient de depuis très longtemps. Voilà pourquoi une des touches d'anticipation qui a été donnée, c'est la loi de programmation militaire. Parce que pour une fois, on comprenait, on a toujours parlé de réformer l'armée, il faut réformer l'armée, mais c'est pour la première fois que la République démocratique du Congo se met dans une optique de long terme. On va dire moyen terme parce que pour le moment c'est sur 3 ans, et de se dire, ok, nous allons faire de la diplomatie, aller à gauche et à droite, mais en même temps, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de réformer l'armée. Nous sommes en train de rééquiper l'armée. Nous sommes en train de reconstituer une armée. Quel est le rôle de l'Assemblée nationale et du Sénat dans ces cas-ci? C'est qu'ils doivent être très regardants. Parce qu'il y a une loi qui est là, la loi de programmation, elle doit être appliquée. C'est là où ils doivent aussi se focaliser. Parce que oui, on va se plaindre, mais nous savons que la résolution fondamentale du problème qui est le nôtre, c'est la constitution d'une force de défense qui soit à même de défendre un pays aussi grand que le Congo. Mais vous savez, directeur, il n'y a pas que la loi de programmation. Nos députés et sénateurs doivent faire preuve de production intellectuelle. Parce qu'il y a des secteurs qui doivent accompagner ces processus pour que le Congo soit ce qu'il doit être. Je vous donne un exemple, parce qu'on parle toujours de la présence de l'État sur l'étendue. La question de la natalité. Nous avons un très grand pays directeur. On nous a menti tout le temps ici qu'il faut réduire les naissances. Non! Vous savez que le Nigeria est 4 fois moins grand que nous, mais a une population 3 fois plus nombreuse que nous. 200 millions. Oui.
Ils sont à 300 millions. Ils sont à 300 millions. Donc on ne se trompe pas. Notre pays est très grand et il est convoité. Il faut que nous soyons nombreux parce que si notre armée doit atteindre le 1 million 200 000 éléments, il faut que nous soyons nombreux. Donc la politique de la natalité, le Parlement doit voir ça. Ils doivent se rapprocher, c'est là. La question du service militaire obligatoire, c'est une loi qui doit être, parce que la Constitution permet qu'une loi soit mise en place. Mais nos députés sont là. Oui, ils parlent de la question de sécurité. Le gouvernement doit travailler. Ils doivent, eux aussi, se mettre dans la production des éléments qui nous permettent d'y arriver. L'industrialisation, parce que même après les armes, nous devons parvenir à les fabriquer ici. Les députés doivent réfléchir sur qu'est-ce qu'on met en place comme dispositif législatif pour y arriver. Et aussi, nous avons ici la question de nutrition. Je ne sais pas si je dois appeler ça nutrition. On a un infirmier ici. C'est que le Congolais doit commencer à bien manger. Et nos députés doivent développer, en tout cas trouver des alternatives s'il le faut, pour que le Congolais mange à sa faim, mais que le Congolais nourrisse aussi l'Afrique. Vous savez que si on avait rempli ce rôle de nourrir l'Afrique il y a quelques années, peut-être qu'on n'aurait pas eu le problème qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on serait le grenier de l'Afrique, donc qui vient nous faire du mal alors que c'est nous qui nourrissons tout le monde. Alors, il y a un deuxième point qui a été touché, c'est le point de, du processus électoral. Ce que je vais dire ici, je n'ai que 2 points. Premièrement, l'anticipation. Nous sommes en train de voir qu'apparemment, il risque d'y avoir, il y a des éléments qui risquent d'entraver la suite normale du processus. Alors, il faut qu'on évite d'arriver toujours au moment où on est face au mur et on ne sait plus quoi faire, ça crée de troubles. Il faut que les parlements commencent à anticiper. S'ils doivent convoquer les gouvernants ou les responsables de la CENI, ils doivent les convoquer pour commencer à réfléchir sur ce qui doit être fait. Aussi, la question du troc électoral. Nous voulons avoir une bonne qualité des dirigeants politiques. Mais nous savons qu'aujourd'hui, nous fonctionnons comment? Il y a un système de troc électoral. Vous êtes papa social, vous avez un peu d'argent, vous êtes d'office député. Que nos députés réfléchissent, bon, eux-mêmes, parfois ils s'en servent, mais nous devons réfléchir sur la manière de mettre fin au troc électoral. Ça, c'était pour le processus électoral. J'atterris avec l'économie. On a parlé du budget de 16 milliards pour cette année. Les députés doivent faire preuve de beaucoup de rigueur pour que nous puissions atteindre les objectifs. Beaucoup de rigueur et beaucoup de contrôle. Aussi, on a parlé du dollar qui était en train de piquer, mais je disais, j'en avais parlé au directeur, pour une des premières fois, le franc congolais est en train de faire semblant de perdre de la valeur face au dollar. Pour une des premières fois, c'est pour des raisons positives. C'est parce que il y a eu excédent budgétaire et vous savez que l'État consomme en francs congolais. Alors ça a créé, il y a eu, vous savez, les paniers de Noël, la paye des fonctionnaires, l'effort de guerre à l'est du pays, il y a eu la paye de la dette intérieure qui a fait que beaucoup de francs congolais s'est retrouvés sur les marchés et comme il y avait plus de francs congolais par rapport au dollar, alors que vous savez que nous importons pratiquement tout. Ça a créé, en tout cas, une flambée qui a fait que le dollar s'est apprécié par rapport au franc. Mais la Banque centrale est intervenue dans ce sens-là. Mais je voulais dire que, comme moi je suis dans la logique du long terme, il faut qu'on veille à ce que l'économie ne soit pas toujours tenue par des étrangers. Il y a quelqu'un qui me disait tantôt dans le couloir que, vous savez qu'il y a un ministre qui a quitté son poste du gouvernement par le lobbying des étrangers, parce que notre économie est détenue entre les étrangers et ce sont eux qui fixent le prix. Si nous voulons avoir un contrôle sur les prix, il faut que nous arrivions en tout cas à ne pas laisser notre économie être concentrée entre les mains des étrangers. Nous devons dédollariser notre économie, nous devons veiller à la production locale, nous devons aussi la loi, vous savez, la vente en détail, c'est toujours entre les mains des étrangers. Et le dernier point, réfléchir aux alternatives de développement. On ne doit pas toujours suivre les schémas traditionnels. Les députés doivent réfléchir sur comment on peut faire pour avoir des résultats. Merci. Oui. Alors, M. Lotou, en face de 2 priorités, vous avez la guerre d'un côté, vous avez les futures élections de l'autre. Entre les 2 choix, au moment actuel, quelle est la première priorité? La guerre. Il faut faire la guerre au Rwanda. Moi, je l'ai toujours dit autour de moi.
on a en face de nous quelqu'un qui est déterminé. Hein, il est déterminé parce que toute sa vie, il a fait que la guerre. Il a vécu dans le sang. Depuis le camp des réfugiés en Ouganda, il a créé le FPR, il est entré au Congo. Tant qu'on ne lui oppose pas la force, Kagame continuera. C'est un système. Et on ne doit pas se leurrer sur ce point-là. Et je suis quand même assez désagréablement surpris de la manière dont le Premier ministre, et je l'interpelle à ce moment, règle un peu cette situation parce qu'il est le gestionnaire. Hein. C'est lui qui l'animateur principal. On laisse le président aller être seul sur le terrain pendant qu'on a un Premier ministre qui fait le CP, le conseiller principal. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. C'est lui qui doit mobiliser les moyens pour le ministère de la Défense, pour l'armée, et sensibiliser la population. Aujourd'hui, on est à plus de 5 500 000 déplacés. Des Congolais qui sont plus chez eux, qui sont dans la forêt, qui sont dans les pays voisins. Des femmes violées, des enfants tués. Tous les jours, et ça dure, ça fait 20 ans. Et chez nous, chez nous-mêmes, ils sont à la et on n'arrive pas à mettre fin à cette situation. Madame l'a dit tout à l'heure. Ils ne respectent aucun processus ni accord. Pourquoi nous, on doit les respecter? On est endormi par la communauté internationale qui vient faire des conférences ici, vous savez, le droit, machin, et tout ça. On va voir les minorités. Mais eux, ça fait 20 ans, ils ne respectent rien. Processus de Nairobi, Addis Abeba, depuis même Sun City, ils ne respectent rien. Ils tuent, ils violent, ils enterrent, ils prennent des territoires. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre pleurnicher. Le ministère de la Défense, à mon avis, ne doit plus s'appeler le ministère de la Défense. C'est le ministère des Armées ou de la Guerre. Tout simplement, on doit changer le paradigme. On forme des gens aujourd'hui pour se défendre. Non, pourquoi on doit se défendre? On doit attaquer aussi. Israël, quand il reçoit 2 bombes, il rentre à Gaza, il reste tout un quartier. Il est condamné tout le temps, mais il continue à le faire pour se défendre. Parce que c'est une question de survie pour eux. Une question de survie. Aujourd'hui, la moitié c'est le Nord Kivu est à feu et à sang. l'Ituri. Nous, on continue à faire des conférences, à voyager, à expliquer, à pérorer, voilà. Non. L'embargo est élevé, achetons des armes, formons des gens. Il y a des gens outillés. On a été partout. Je vous rappelle, souviendrez-vous, Maïle. Les arts est poussé jusqu'à la frontière d'Ouganda. S'il n'y avait pas les Américains, on entrait en Ouganda. Et des gens comme ça existent aujourd'hui dans l'armée. Pourquoi on ne les utilise pas? L'Angola qui arrive, c'est une vraie fausse solution. Même Museveni lui-même l'a dit, avec tout le respect que j'ai pour ce monsieur, il a dit, la solution sécuritaire d'un pays ne viendra jamais de l'étranger. Il se moque de nous. Pourquoi on doit faire venir tout le monde, même les Burundais, pour venir défendre le Congo? Comme si au Congo, il n'y avait pas des hommes valables pour défendre ce pays. Donc moi, j'interpelle le Premier ministre, il ne doit pas laisser le président seul sur ce terrain-là. D'ailleurs, là, il doit, moi, à mon avis, le Premier ministre doit être à Goma. Qu'est-ce qu'il fait à Kinshasa dans les salons fêtrés ici, fleuve Congo, machin, tout ça? Il doit être à Goma avec le chef d'état-major et évaluer la situation. Parce qu'on nous dit aujourd'hui Goma est axifié, il y a plus tel produit, il n'y a plus... Asphyxié. C'est pourquoi? Quand Berlin, quand les soviétiques ont mis le mur Berlin, qu'est-ce qu'a fait Kennedy? Il y a eu un pont aérien, non? Pour sauver Berlin. Pourquoi on ne peut pas sauver Goma aussi avec un pont aérien, avec les moyens? Tous les produits qui manquent à Goma, on peut les trouver au Congo ici et acheminer ça à nos compatriotes. Quelle aide humanitaire? Quelle aide humanitaire? Macron est arrivé dans ce pays, l'a dit de manière assez, heureusement d'ailleurs le président l'a recadré. Depuis 1994, vous n'êtes pas capable de gérer, mais ça dit, on nous prend pour des enfants. C'est les premiers eux-mêmes à dire que non, vous ne pouvez pas faire ça, il y a le droit, vous savez, il y a une minorité, essayez de discuter, les terres et tout ça. Mais après, on nous dit non, c'est pas notre rôle, c'est à vous de mettre de l'ordre dans tout ça. Mais ils oublient qu'en 1994, qui nous ont demandé d'ouvrir les frontières pour les Hutus? Ils oublient qu'en 1994, quand Kengo a dit non, il faut les ramener chez eux, ils ont refusé. Parce que sachant bien si les Hutus rentraient au Rwanda, c'est un homme et une voix, Kagame ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Donc on est dans une vaste rigolade.
Il va tirer du Moi, directeur. je crois, directeur, qu'aujourd'hui, la question liée à l'organisation des élections ne doit pas être une question taboue. C'est une question que nous devons mettre sur la table et discuter, se regarder dans les yeux. Nous avons un problème, une partie de la République est touchée. Et aujourd'hui, la plupart des personnes qui abordent la question liée à l'organisation des élections, c'est juste le haut-toi que je m'y mette. Donc la question liée au personnage politique. Or que le Congo est attaqué, nous pouvons tous nous substituer en une force de proposition. Qu'est-ce que nous proposons en tant que parti politique, en tant que cadre politique, en tant que... Société civile. Qu'est-ce que nous proposons pour éradiquer à cette guerre qui nous est imposée par nos voisins? J'ai salué la position du président de la République dans une vidéo que j'ai suivie où il a dit qu'il est en train de tordre le cou à toute personne qui penserait qu'il ne s'occuperait pas à cette situation de l'Est et qu'il aurait proposé, il aurait dit dans ce que j'ai suivi que la riposte sera farouche. Foudroyante. Nous l'avions suivi. Mais en tant que société civile, cadre politique et parti politique, au lieu de proposer cette politique de haut-toi que je m'y mette, qu'est-ce que nous avons comme mécanisme de proposition pour éradiquer cette guerre? L'opposition est l'antichambre du pouvoir. Aujourd'hui, si nous voulons gagner la guerre, ce n'est pas seulement avec les ministres ou le premier ministre ou les dirigeants, c'est avec tout le Congolais. Partis politiques, société civile et tant d'autres. Nous devons tous être une force de proposition pour sauver le Congo. Parce que le Congo ne se mesure pas sur Félix Tshisekedi, il passera. Mais nous devons mettre le Congo sous les jalons pour que toute personne qui reviendra dans cette institution qui du reste est impersonnelle puisse pouvoir bénéficier de ces mécanismes impersonnels qui voudront faire que le Congo avance, que demain on ait un Congo purement indépendant. Parlant de proposition, moi nous sommes arrivés à la fin, malheureusement. Nous sommes arrivés, nous disions que nous sommes en face d'une guerre nous imposée par des puissances extérieures. La main noire est utilisée tout simplement. Vous avez suivi les discours du président français, ce qu'il a dit. Vous avez suivi la délégation des Nations Unies, ce qu'ils ont dit. Et quand nous nous demandons pourquoi MONUSCO ne fait rien, mais les discours que ces gens ont tenus, ça signifie que cette mission, depuis l'arrivée, ils avaient ces consignes-là. Vous n'êtes pas là pour faire la guerre. Donc, c'est à nous à les comprendre. Mais alors, les Congos nous appartiennent. Les Congos nous appartiennent. Nous avons des Congolais qui ont l'expérience de la guerre et qui sont encore solides. Le général Olenga, il est solide. Il est encore solide, très solide, même s'il est en retraite maintenant. Et Toumba est encore solide, même s'il est en retraite. Ce sont des gens, sous d'autres cieux, on les appelait pour qu'ils puissent se trouver sur le terrain. Et vous verrez qu'il y aurait équilibre dans l'armée. Voilà, cette fois-là, nous disons, mesdames et messieurs, prenons rendez-vous dimanche prochain, si Dieu le veut. Au revoir et à la prochaine. Naboyokani bobiso na tebo, tosibwa bayeta unité kosi.